Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter le 45 mm 1.2 Zuiko, c'est-à-dire de Olympus. Allez, c'est parti. Alors, on continue avec cette série de matos que j'ai reçu de Olympus, que je dois rendre, hein, c'est pas pour moi. Alors j'avais fait le test du OMD 1 Mark III, je te laisse le lien ici. Hein. Aussi le test du 40-150 2.8 Pro. Je te laisse aussi le lien là. Et vu les commentaires, tout le monde pleurait pour savoir mon opinion sur le 45 1.2. Alors, je vais te dire ce que j'en pense. J'ai essayé. Apparemment, c'est un objectif qui intéresse énormément de gens et ils veulent tous savoir un petit peu mon point de vue. Tous, enfin tous ceux qui me suivent, hein, les autres, je pense qu'ils se moquent de moi. Ça leur importe peu que j'existe ou pas. Donc, je vais te donner mon opinion et là, enfin, tu vas voir. Alors, je vais commencer par l'information technique. Alors, c'est un 45 mm, donc équivalent full frame, donc en 24-36. L'équivalent, ça serait un 90 mm. Il va depuis f1.2 jusqu'à f16, c'est-à-dire un diaphragme plus lumineux que le 1.8. Okay, il fait la mise au point à partir de 50 cm. Le diamètre de filtre est de 62 mm. Sa taille est de 84,9 mm. 70 mm au plus large, ok, et 410 grammes. Et l'intérieur, c'est 14 éléments en 10 groupes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, quelle lentille est asphérique, machin, ceci, cela. Si tu veux, tu vas sur le site Olympus et là, tu as toutes les spécifications. Moi, je vais te parler du look, comment il marche et tout ça, ok, te montrer des photos. Alors, la construction métal est excellente. Alors, je rentre un petit peu dans les détails. Tous les objectifs de la gamme Pro d'Olympus, sauf les F4 qui viennent de sortir. Alors, le 8-25, je ne sais pas, mais enfin, le 12-45 j'avais essayé, c'était le cas, non pas ce que je vais te montrer. Alors là, ils ont tous cette bague, ok, qui te permet, de passer, là tu vois une échelle de profondeur, ok, et deuxièmement, tu peux faire la mise au point en mode manuel, donc c'est super rapide. Deuxièmement, ils ont un bouton de fonction que tu peux programmer comme tu veux. Alors par exemple, si tu as la mise au point continue, tu appuies, hop, et tu la bloques par exemple, ou tu fais sortir le focus picking, ce que tu veux, donc c'est complètement programmable. En plus, ils ont un parasol. Alors le parasol, il est marrant parce que celui-là, il a une petite sécurité, donc c'est pas mal pour l'enlever, ok. Donc bien, belle facture, il est inclus, ok. Et au niveau construction, il est aussi protégé contre la poussière, les éclaboussures et la congélation, c'est-à-dire jusqu'à moins 10 degrés. Donc c'est un petit peu sa grosse différence avec le 45 1.8 qui lui n'a pas ces protections, d'accord. Alors grosse différence, je parle de construction, hein, après on va voir le reste. Les trois quarts des gens qui veulent cet objectif pensent ou sont ce que j'appelle entre guillemets des alcooliques du bokeh. Alors, je remets enfin la vidéo de la différence entre le bokeh et la profondeur de champ. Je la sers souvent dernièrement, je te laisse le lien ici, parce que c'est pas la même chose. Le bokeh, c'est vraiment l'aspect de la partie floue et non la profondeur de champ. Évidemment, plus la profondeur de champ est courte, plus tu vas avoir de flou, donc plus tu vas pouvoir juger l'aspect. Donc, je dis bien, ce sont des alcooliques du bokeh, c'est-à-dire le look, normalement, hein, pas tous, il y en a qui n'ont pas tout compris la différence. Okay. Alors, ce qui est assez spectaculaire, alors je vais te passer des tests que j'ai fait. Alors il y a des photos qui sont plus artistiques que d'autres, dans d'autres c'est purement technique. Depuis 1.2, après je saute à 2.0 et après chaque diaphragme 2.8, F4 jusqu'à F16, ok, pour que tu vois l'aspect. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'en fait l'aspect des points lumineux sont ronds tout le temps. Parce que ça fait vraiment un diaphragme, une ouverture sphérique, circulaire, pardon. Donc, ouais, sphérique, ça ferait une boule. Donc, Eric, c'est pas la même chose, une sphère et un cercle, ok. Donc, circulaire. Donc, c'est un look vraiment intéressant. Donc, je te montre des exemples de jour et des exemples de nuit pour que tu vois la différence. Donc, ceux qui aiment ce look, ils vont vraiment adorer. Ok. Alors moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est qu'ils arrivent à voir ça sur tous les diaphragmes. Donc c'était vraiment pas mal. Alors, moi, ce que j'attendais au virage, puisque j'avais fait dans le test du 40-150 à 2.8, j'avais un léger vignettage, je pensais que ça allait vignetter dur à 1.2. Alors là, Olympus, ils m'ont foutu une belle claque, là, ils m'ont mis une bonne claque, parce que j'ai pas vu de vignettage ni à 1.2, ni à rien. Donc je suis vraiment surpris. Je pense que c'est vraiment un truc super ce qu'ils ont fait là. C'est quand même intéressant. Ok.
La netteté. Alors, même chose, reclaque Eric. Normalement, ce genre d'objectif à pleine ouverture. Alors moi j'ai eu le Leica Noctilux 1.0 quand j'utilisais le Leica M8. Et c'était vraiment de la soupe. Hein. C'est-à-dire que normalement les gens qui achètent ce genre d'objectif n'achètent pas l'objectif pour la partie nette. Ils achètent l'objectif pour la partie floue. C'est-à-dire qu'ils recherchent un look. Ok. Donc l'important c'est pas que ça soit super net, sinon que le flou soit vraiment joli. Et dans ce cas-là, ils ont réussi à avoir une partie floue jolie et la partie nette. D'ailleurs, à 1.2, de bord à bord, c'est fort acceptable. C'est vraiment déjà pas mal. Quoi. À 2.8, tu es pratiquement au maximum de la netteté. Donc là, ils m'ont vraiment surpris aussi. C'est vraiment... ils ont fait fort. Alors j'ai dit, bon, je vais faire plus fort. Je vais les attaquer de l'autre côté. Quand tu n'arrives pas d'un côté, tu vas de l'autre côté. Et puis j'ai dit, on va lui sortir du flair, ça va avoir du flair facile. Hein. Je parle pas du flair du chien, hein. Je parle le flair le rayon là. Eh bien, j'ai essayé, pas moyen. D'ailleurs, face au soleil, alors j'ai pas pu faire un 1.2 face au soleil parce qu'il y avait vraiment trop de soleil. Il a fallu que je mette un filtre et le filtre serait changé s'il y aurait du flair, serait pu modifier le fait qu'il y ait du flair ou pas. Mais j'ai fait de F4 jusqu'à F16. Alors même en F16, là, tu vois que le soleil devient comme un genre d'étoile, parce que c'est normal, le diaphragme est complètement fermé. Mais il n'y a pas de flair. Il n'y a pas de flair. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas de flair. Donc c'est vraiment costaud ce qu'ils ont fait. C'est quand même costaud. Autre chose, la mise au point est hyper rapide. Je ne sais pas si tu as essayé le Canon 85 mm 1.2, que beaucoup de gens adorent pour le portrait, tout ça. C'est une prise de tête pour la mise au point. Ça rame, c'est lent, et si tu arrives à faire la mise au point. Alors la version 2, ça s'est amélioré un petit peu, mais ça reste une galère pour faire la mise au point, c'est aussi super très lent. Là, c'est super rapide et ça marche. Alors attention, si tu vas travailler à 1.2, ne mets pas plusieurs points d'autofocus. Moi, je te conseille un seul point, tu le mets là où tu veux que la mise au point soit faite, parce que la profondeur de champ est tellement courte qu'il y a une légère erreur et ça va se voir, tu vois. Donc, c'est important. Mais la mise au point est rapide. Donc, j'ai trouvé ça... soufflant pour ce diaphragme. Okay, et attention, beaucoup de gens, quand ils achètent ce genre d'objectif, pensent portrait. Et comme ils pensent vraiment portrait, leur idée c'est l'utiliser et en abuser et être tout le temps à 1.2 en portrait. Mais attention, à 1.2, sauf si tu as une certaine distance, un demi-corps par exemple, ou corps entier, mais si tu as un portrait serré, à 1.2, si la personne est légèrement tournée, tu auras un œil qui est net et l'autre qui est flou. Donc c'est vraiment un truc à savoir utiliser. C'est-à-dire que des portraits avec un caractère de face, par exemple, où les yeux qui sont nets, mais tu auras le nez qui sera flou, les oreilles qui seront dans la soupe, hein, pareil, dans le potage, tu l'appelles comme tu veux, voilà. Mais il faut le savoir, ça. C'est-à-dire que le mec qui dit, tiens, je vais pouvoir faire tous mes portraits à 1.2, ça va être que des portraits de face. Ou alors tu auras toujours un œil qui sera dans le brouillard. Quoi. Et donc ça, à mon avis, c'est une erreur. Normalement, un portrait, il faut qu'au moins les deux yeux soient nets. Sauf si c'est vraiment des trucs très spécifiques. Quoi, hein. Après, c'est une question d'opinion. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. Okay, mais bon, que tu le saches, qu'à 1.2, un portrait demi-corps, tu fais la mise au point sur les yeux, tu as un œil qui sera flou et l'autre qui sera net. Quoi, hein. Donc c'est important qu'il soit bien de face ou alors déjà plus loin. Mais bon, c'est un truc à faire gaffe. Alors, moi, je pense que ce genre d'objectif, c'est pas que pour le portrait d'abord. D'ailleurs, Olympus, sur sa page web, le marque. C'est aussi pour la nature, pour le sport, pour plein de trucs. Mais là, je pense qu'il faut changer la manière de parler des objectifs. On continue à parler d'objectifs lumineux. Et à mon avis, ça, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que... on parlait de lumineux quand tu étais en argentique et tu ne pouvais pas changer la pellicule en cours de chemin, sauf si tu avais un truc chargeable, mais en 24-36 avec un dos, mais en 24-36 tu ne pouvais pas. Donc si tout d'un coup tu n'avais pas assez de lumière, tu ne pouvais pas monter les ISO, donc tu changeais l'objectif pour un plus lumineux. Mais de nos jours, les gens qui achètent ça, c'est pas du plus lumineux ce qu'ils veulent. C'est ou de la profondeur de champ très courte ou un aspect de bokeh. D'ailleurs, cet aspect bokeh, c'est quelque chose qu'on ne voit plus assez. Beaucoup de gens achètent un 1.2, mais ils ne savent même pas la différence entre un bokeh et un autre. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y en a qui sont plus ronds, d'autres qui sont plus onctueux, d'autres qui sont plus saccadés, d'autres qui ont même des aspects de couleurs différents. Quoique en numérique, la couleur, c'est plus vraiment un problème, on peut rectifier, tu vois. Mais cette philosophie
est quand même resté chez les Leicaïstes. Par exemple, chez Leica, les gens qui cherchent, sauf le dernier, mais ils cherchent dans l'occasion, ils disent ben, je voudrais la version 4, la version 3, la 5, la 2, la 1, parce que l'aspect du bokeh était différent. Tu vois, ils ont vraiment cette notion bokeh. Tu vois. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Donc, la philosophie de celui qui va acheter cet objectif, ça doit devenir ce côté artistique de la photographie. Pas simplement penser plus lumineux, parce qu'avec un stabilisateur, tu peux descendre à fond, sauf si le sujet il bouge évidemment, mais tu peux vraiment descendre, ou alors les ISO, tu peux les monter un peu, tu sais, avec monter 2 tiers de ISO par rapport au 45 1.8, hein, tu vas pas mourir, hein, c'est ok, tu vois. Donc, je pense que cet objectif, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui vraiment ont envie du 1.2 pour certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'ils en abusent, mais c'est vraiment certaines situations. D'autres, parce qu'ils aiment le look du flou, c'est-à-dire que le look du bokeh. J'aime parce qu'il est honteux, il est ceci, il est cela. Ok. Et aussi ceux qui ont besoin d'une tropicalisation. C'est-à-dire qu'imagine, tu veux faire beaucoup de photos en situation humide, ou à la plage, ou même dans une salle de bain, hein, tu fais du portrait sous la douche, ok, ben là ça va être souhaitable d'avoir ça, parce qu'il est protégé, vraiment protégé contre plein de trucs. Donc je pense que c'est vraiment une raison pour acheter cet objectif, ça me semble logique. Alors ma conclusion c'est, ben moi je suis énormément surpris. Énormément surpris parce que quand j'ai travaillé énormément avec mon Noctilux que j'avais sur mon M8 qui ouvrait à 1.0, maintenant il y en a un 0.95, un jour j'en ai eu ras-le-bol. Parce que le look me plaisait et puis ça devient trop sucré. Tu vois. Il y a un moment tu dis attends, c'est comme les fichailles, tu t'amuses un moment, puis au moment tu dis oh bah c'est bon, hein, j'en ai ma claque. Quoi. Tandis que là quand tu travailles à ouverture maximum, tu es toujours dans le potage derrière. Puis un jour tu dis attends mais non, je veux voir un peu quand même, tu vois. Donc tu commences à fermer, et puis bah, pourquoi j'ai claqué autant de fric sur un truc avec autant d'ouverture, et si en fait j'ai même pas besoin, si j'avais un F4 ça serait même suffisant, tu vois. Et c'est un petit peu ça, mais là il m'a surpris parce que il a beaucoup de fonctions, c'est-à-dire que même fermé, il continue à avoir des aspects de bokeh très intéressants, tu vois. Donc je pense que c'est un objectif qui m'a surpris dans ce sens-là. Je pensais qu'il allait être plus écœurant, tu vois. Et je trouve que la qualité optique est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, je ne pensais pas avoir cette qualité. Je pensais que c'était vraiment branché 1.2 pour séduire des gens sur le grand diaphragme. Mais je ne pensais pas qu'il y allait y avoir autant de netteté sur la partie nette. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de stabilité dans le bokeh, c'est-à-dire que l'évolution n'allait pas changer le look du bokeh, simplement tu vois un peu plus net, mais ce look crémeux reste, tu vois. Donc je pense que ça m'a semblé super intéressant. Alors est-ce que moi je l'achèterais? Ben, moi sans doute pas. Moi je pense que je préférerais acheter si j'ai besoin de tropicalisation, le 40-150 2.8 Pro et l'utiliser aussi pour des portraits par exemple. Évidemment, quand je dis que je ferais plutôt du portrait avec le 40-150, c'est quelqu'un qui sait que je suis en train de lui faire la photo, parce que sinon c'est pas très discret, parce que vu la taille de l'autre, comparé avec ça, qui est déjà, il est pas petit celui-là, hein, donc déjà ça serait pas évident. Donc évidemment, faut comparer ce qui est comparable, mais je parle du genre de photo que moi je fais. Hein. Mais par contre, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent l'adorer ce truc. Je pense qu'il y a des gens qui vont l'essayer, ils vont dire bah, j'en ai pas vraiment besoin parce que je vois pas une différence tellement radical par rapport à mon 45 1.8, mais il y a des gens qui vont vraiment aimer. D'ailleurs, c'est l'avantage et l'inconvénient des objectifs avec beaucoup de caractère, comme c'est son cas. Tu aimes ou tu aimes pas, en fait. Tu vois. Donc, moi, je pensais que j'allais pas aimer. Ben, je pense qu'il est super, mais je l'achèterai pas parce que c'est pas un truc que j'ai besoin et puis je suis pas tout le temps en train de faire de la photo dans le potage. D'ailleurs, une petite parenthèse, beaucoup de gens confondent la composition avec mettre les gens dans la soupe. C'est-à-dire que si tu sais pas composer, faire une profondeur de champ très courte, c'est une tricherie qui ne trompe que toi et ceux qui ne sont pas photographes. Parce que même dans le flou, tu vois qu'il y a des éléments de lumière, de clarté, des blocs, des trucs comme ça. Donc il faut quand même savoir composer. Dire, oh, ben, comme il y avait un sac poubelle dans le fond, j'ai mis dans le flou, puis on voit plus le sac poubelle. Non, tu vois une tache. Donc tu le vois quand même. Donc c'est important. Même si tu es dans le flou, continue à composer. Donc, est-ce que je recommande cet objectif? Ben oui, si
ce que j'expliquais correspond à ce que tu recherches, oui. Si tu penses que avec ça tu vas faire de meilleures photos, non, la photo sera différente, mais ça pas forcément meilleure. Peut-être que ça cachera tes manques de connaissances au niveau de la composition, mais c'est vraiment, faut que tu le prennes si vraiment tu recherches ce look, tu vois, cet aspect, la partie floue. Parce que sinon, si tu vas toujours travailler à f8 avec, prends un 1.8 et puis c'est bon, sauf si vraiment tu as besoin de tropicalisation. Voilà, donc je recommande, oui et non. Suivant, ok, voilà. Alors, merci beaucoup à Olympus Espagne de m'avoir prêté l'objectif. Merci à Tito Garcia de me l'avoir envoyé. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montrerai une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi, à très bientôt. Ciao.